Oui, je pense que nous sommes sur le chemin, même s'il ne faut pas verser dans un optimisme béat, parce que la construction d'un espace intégré au plan politique comme au plan économique et social prend du temps. C'est une œuvre de longue haleine. Mais jour après jour, on constate que des jalons sont posés. Ça a été le cas lors de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement à Yamoussoukro. La CEDEAO, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, tisse sa toile. On peut prendre pour exemple les avancées considérables qu'on a pu enregistrer. D'abord au plan économique, le taux de croissance est de 6,4%, ce qui est important. Même si on ne peut pas tomber amoureux d'un taux de croissance parce qu'il y a des difficultés qu'il faut résoudre, il faut arriver à juguler la pauvreté, il reste qu'il y a une volonté politique qui est là. Cette volonté politique se manifeste de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? D'abord, une plus grande harmonisation des politiques budgétaires et fiscales. On ne peut pas construire une union économique si on ne procède pas à cette harmonisation. Donc, les chefs d'État ont décidé d'accélérer cette harmonisation des politiques budgétaires et fiscale pour éviter qu'il y ait des déficits qui compromettent bien sûr la bonne tenue de l'ensemble. Donc il faut qu'il y ait une cohésion au plan économique, ce qui permet d'aller vers la création d'une monnaie commune en 2020. Alors au plan de l'union douanière, il faut les mêmes tarifs douaniers, donc il faut des règles communes. Et donc, comme autre décision qu'on pourrait relever, c'est qu'il a été décidé de lever toutes les entraves à la circulation des hommes et des biens, parce que l'objectif qui est assigné à la CEDEAO, c'est une intégration des peuples, comme vous venez de le dire. C'est cela la vision du président Alassane Ouattara, qui est l'un des chantres de l'intégration régionale, parce que l'Afrique veut peser de tout son poids dans la mondialisation, et aujourd'hui, il y a une prise de conscience réelle des chefs d'État pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix et qu'elle puisse être respectée. Donc nous sommes en train de rompre avec une certaine vision de l'Afrique, une vision misérabiliste de l'Afrique, et donc le regard va changer, nous l'espérons, au regard de ce qui est en train de se passer, de cette construction qui se fait et de cette volonté qui anime les différents chefs d'État. Vraiment difficile à atteindre ses ambitions, si on peut le dire, par rapport à la situation qui prévaut au Mali. Nous allons d'abord parler de Bamako. Le président par intérim se trouve en France, alors ce gouvernement ne fonctionne pas exactement. Qu'est-ce que la CEDEAO prévoit ou a arrêté pour la normalisation de la situation sur le terrain? Alors le constat qui a été fait, c'est que le peuple malien ne s'est pas approprié le processus qui a été mis en place. C'est vrai qu'il y a un gouvernement aujourd'hui, mais il faudra que ce gouvernement fonctionne mieux. Tout à fait. Alors pour que ce gouvernement fonctionne mieux, que faut-il faire? La première chose, c'est que le président par intérim, qui se trouve actuellement en France pour des raisons de santé, puisse rentrer. Comme vous le savez, il a été victime d'une agression qui a été condamnée par la CEDEAO, et la CEDEAO a réclamé l'ouverture d'une enquête pour connaître les auteurs de cet acte. Et donc, il faut que le président intérimaire rentre à Bamako et qu'il assume ses responsabilités. À quelles conditions? Alors, pour ce faire, il faut, bien sûr, lui garantir un minimum de sécurité. Alors, la deuxième chose, il faut que ce gouvernement qui est en place soit représentatif de la réalité malienne. Ce qui veut dire qu'il faut que ce gouvernement prenne en compte tous les partis politiques, les forces vives du Mali, et qu'il prenne en compte aussi toute la société civile, de manière à ce qu'il y ait un socle, un consensus qui permette d'avancer. Et donc, pour réaliser cet objectif, les chefs d'État ont décidé de l'envoi d'une force au Mali le plus rapidement possible. Il y a une mission d'évaluation qui sera dès la semaine prochaine au Mali. Et donc, voilà
un peu ce qui est arrêté pour que ce gouvernement puisse fonctionner oui. Et que le processus puisse aller beaucoup plus vite et qu'on puisse organiser dans les délais requis une élection présidentielle libre, juste, transparente. Alors, Monsieur le ministre, et le président Diankoumba, que dit-il? A-t-il vraiment l'intention de retourner au Mali? Mais, je le pense. Il est président intérimaire. J'ai évoqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles il est encore en France. Et donc, je pense que le Mali a intérêt, et tout le monde a intérêt à ce qu'il retourne le plus rapidement possible. Comme je le disais tantôt, il suffit de lui donner quelques garanties au plan de sa sécurité personnelle, au regard de ce que lui-même il a vécu. Il a été victime d'une agression. Oui. Et donc, il ne souhaiterait pas que cela se répète. Tout à fait. On compromettrait gravement le processus de transition au Mali. Alors, Monsieur le ministre, quel est le sort réservé au chef de l'Est-Junte, Aya Sanogo? Alors, les chefs d'État ont fait preuve de fermeté, ils ont été sans ambiguïté, et ils ont estimé que la junte n'a pas à interférer de quelque manière que ce soit dans le fonctionnement normal des institutions, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il y a une mesure importante qui a été prise, c'est que le statut d'ancien chef d'État qui a été reconnu à l'auteur du putsch, ce statut n'est pas reconnu par la CEDEAO. C'est pas la CEDEAO qui avait accepté. Ça n'engage pas la CEDEAO. C'est ce qui est dit clairement dans le communiqué final dont vous avez pris connaissance certainement. Et dans le nord Mali, la situation se dégrade. Il y a des raisons d'espérer, Monsieur le ministre. Alors la situation est préoccupante aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Gao, les combats qui ont opposé le mouvement